Bonjour, chronique littérature, aujourd'hui imaginaire, on va dire, allez, fantaisie urbaine, avec la bibliothèque de Mount Char de Scott Hawkins. Donc le titre original est The Library at Mount Char. C'est traduit de l'anglais États-Unis par Jean-Daniel Breck, avec une jolie illustration de couverture par Aurélien Polis. Le bouquin est sorti aux États-Unis en 2015, mais en 2017 chez nous, et il fait 475 pages. Avec mon double programme de lecture, et même triple si l'on compte le jeu de rôle, programme panachant imaginaire et choses nippones, il m'est plus difficile encore qu'auparavant de suivre véritablement l'actualité. Et disons-le, hors imaginaire et hors nippon, c'est encore pire. L'année dernière, il m'a bien fallu un Larry McMurtry pour que je m'octroie une pause d'un autre ordre. C'est très con, je sais. Mais du coup, en imaginaire, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, je passe généralement à côté de ce qui fait le buzz. Alors, hors 1 heure-lumière, hein. Mais en ajoutant tendance dont je ne suis pas tout à fait inconscient, que ces derniers temps, même dans le cadre de Bifrost, j'ai lu essentiellement des choses, pas toutes jeunes. Quelques titres cependant apparaissent malgré tout sur mon radar. Et l'an dernier, ce fut surtout le cas de cette bibliothèque de Mount Char, premier roman de Scott Hawkins, paru en lune d'encre sous une couverture de l'excellent Aurélien Polis et dans une traduction de l'indispensable Jean-Daniel Breck. Les camarades de la blogosphère étaient en effet formels, c'était génial, fou, innovant, unique, drôle, terrible et à même de susciter le malaise. Autant dire tout ce que j'aime. Cependant, je n'ai pu trouver le temps de lire ce roman que tout récemment, et donc après tout le monde. Ce qui biaise sans doute mon rapport à ce livre, que j'ai trouvé vraiment très bon, et que je recommanderais sans l'ombre d'un doute, en gardant par ailleurs un œil sur la production à venir du bonhomme. Cependant, j'en attendais probablement un peu trop après ce concert de louanges. Aussi, la satisfaction d'avoir lu ce livre pouvait-elle être un peu mêlée d'une vague déception en même temps. Mais le bilan demeure très positif. Bon, je vais tâcher de m'expliquer sur tout ça. La tâche n'est pas aisée, mine de rien, notamment parce qu'il ne faut pas trop en dire. Sur ce blog, je n'ai pas de politique déterminée sur les odieux et scandaleux spoilers, si ce n'est celle de signaler quand je révèle comme un porc. Mais la bibliothèque de Mount Char me paraît clairement devoir intégrer la catégorie des livres dont je dois préserver le secret dans la mesure du possible. Et dès lors, cette chronique, exceptionnellement peut-être, est conçue pour être lisible en préalable de l'acquisition du roman de Scott Hawkins et pas seulement après lecture. Bizarrement, cette lecture après tout le monde m'incite aussi à revenir sur certains échos de la blogosphère. Mais c'est autre chose, ça. C'est que le roman, à sa manière éventuellement très particulière, du fait de sa construction un peu alambiquée notamment, est riche de mystères, et que l'auteur fait preuve d'un certain savoir-faire pour ce qui est de l'intrigue. Je suppose que pour que la bibliothèque de Mount Char fonctionne, et c'est souhaitable, il ne faut donc pas trop en savoir au préalable. Le roman s'ouvre sur Caroline, la trentaine, qui sera plus ou moins notre héroïne, et qui erre en piteux état le long d'une autoroute, plus ou moins dans notre monde, aux États-Unis, plus ou moins de nos jours. Un teaser qui fera bientôt sens, mais a pour objectif à très court terme de nous plonger aussitôt dans le bain, avec réussite en ce qui me concerne. Cependant, nous avons bientôt droit à un flashback en forme de zoom arrière et conséquent qui nous permet d'envisager les choses sous un autre angle en contextualisant un peu, toujours avec Caroline pour point de référence à ce stade. Les parents de cette dernière sont morts alors qu'elle était toute petite, et elle a été aussitôt adoptée par un vieux bonhomme qu'elle appelle père. Elle n'est pas la seule, elle a 11 frères et sœurs adoptés exactement dans les mêmes conditions. Et ils vivent ensemble dans une bibliothèque qu'on sait d'ores et déjà majuscule, sise à Garrison Oaks, si elle doit se trouver quelque part. Là, père a dispensé son enseignement à sa progéniture, en confiant à chacun de ses enfants disciples un catalogue qu'ils doivent maîtriser à la perfection et ne surtout pas communiquer aux autres. Caroline, ainsi, est la spécialiste des langues, David, le plus qu'inquiétant David, de la guerre, Michael, des animaux, Margaret, de la mort, etc. Mais les méthodes d'enseignement de père sont pour le moins rugueuses, parfaitement horribles en fait. Son antique barbecue d'aspect taurin en est la meilleure illustration. De couverture, merci Aurélien Polis. Or, cette petite famille, qui est donc aussi un petit groupe de bibliothécaires ultra spécialisés, semble disposer de pouvoirs bien singuliers. La mort n'est à vrai dire pas un problème en tant que tel les concernant, ce qui rend l'usage du barbecue plus terrible encore, car jamais fatal au sens fort. C'est que ces gens-là ne sont pas des Américains. Les Américains, ce sont les autres. La banalité faite hommes et femmes. Les bibliothécaires sont avant tout des étudiants, des pélapis. Mais père avec sa majuscule, sa sévérité, sa cruauté, son goût de l'ordre, on est plus que tenté d'y voir Dieu comme de juste, mais pas forcément le créateur, et pas forcément l'unique. Quoi qu'il en soit, quand débute le roman, c'est le drame, enfin un de plus. Père a disparu. Et les 12 bibliothécaires ne savent absolument pas quoi faire. Se prémunir contre les ennemis de père, nombreux et éventuellement responsables de sa disparition?
Mais celle-ci est de toute façon tellement inconcevable. Le départ de père suscite l'anarchie, laquelle est le vivier des héros de l'ordre, de la force brute, de la supériorité naturelle, ceux qui se débrouillent très bien avec la loi de la jungle. Le redoutable et ultra-violent David semble tout disposé à prendre le pouvoir. Mais Caroline, la discrète Caroline, pourrait bien avoir un plan, impliquant des Américains, un surtout du nom de Steve. Je m'arrête là pour la présentation de l'histoire. Je suppose que cela fournit les bases nécessaires pour discuter de tout ça sans trop déflorer le reste. Autant passer de suite à la question cruciale, le caractère original et même fou de l'univers créé par Scott Hawkins. C'est que je n'en suis pas vraiment convaincu pour ma part. Déjà parce que nous pouvons sans peine participer au vilain petit jeu des références qui ne sont pas nécessairement des influences. L'originalité supposée du roman est d'emblée battue en brèche car quelques titres sautent littéralement à la gueule du lecteur. Voire quelques auteurs, et au premier chef, clairement, Neil Gaiman. Si la famille dysfonctionnelle de plus ou moins Dieu ne fait pas penser à Sandman, et les développements de l'intrigue dans leur caractère saugrenu et étrangement poétique justifient tout autant cette citation. Pour moi, c'est le titre clé, et à un double niveau, car plus généralement, nombreux sont ceux sur la blogosphère et ailleurs qui ont très justement relevé que la bibliothèque de Mountshar avait un côté comics assez prononcé. Nouvelle tentation du coup de citer d'autres grands noms de ce médium bien particulier, et notamment Alan Moore. Mais si vous voulez du Gaiman littéraire, American Gods vous tend les bras, avec cette même idée de figure plus ou moins divine, s'inscrivant dans une Amérique contemporaine du quotidien. Dans la dimension parfois horrifique et éventuellement un peu gore, mais j'y reviendrai, de la bibliothèque de Mountshar, la tentation pourrait être grande de mentionner également Clive Barker, mais en bien plus soft cela dit. Cela étant, Gaiman et Barker, Pour ma part, je m'en tiendrai là, car cela me paraît déjà suffisant. Le fait est que, à la lecture de la bibliothèque de Mountshar, je n'ai jamais eu la sensation de me trouver dans un monde véritablement unique, ou singulier. Et dans le déroulement de la trame, même chose. Ce n'est pas si fou que ça, loin de là en fait. Parfois un tantinet surréaliste sur un mode rigolard, mais ce registre n'est certainement pas sans précédent. Quand on les cherche, au-delà de Gaiman, du côté de Douglas Adams, Terry Pratchett ou Jasper Ford, et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Ceci dit, cet aspect est parfaitement géré et compte pour beaucoup dans la réussite du roman. Pourtant, même chez les partisans de l'originalité intrinsèque de la bibliothèque de Mountshar, d'autres noms encore ont pu être avancés. Deux surtout, celui de Charles Stross, notamment pour le cycle de la laverie, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux parce que j'en ai lu, et corrélé, primordial, celui de Lovecraft. Et là, je ne suis vraiment pas convaincu. Même à vouloir ériger comme un pseudo-panthéon autour de Père et de ses ennemis, avec les Pélapi comme séides, idée plutôt saugrenue à mes yeux, tout cela est à mon sens bien trop humain, mais c'est à débattre et justement parce que c'est sans doute le thème de fond sous-jacent au roman de Scott Hawkins, quelle que soit la lecture que l'on en tire, j'y reviendrai forcément. Tardivement, le roman acquiert une perspective que l'on pourrait qualifier de cosmique, certes, mais là encore ça ne me paraît pas collé au niveau des principes. Scott Hawkins s'intéresse à des personnages, lui. Mais peu importe, si j'ai laborieusement livré ce genre de développement, c'était pour tenter d'expliquer en quoi ce roman m'avait été un peu survendu, même avec les meilleures intentions du monde, et une sincérité dont je ne doute pas un seul instant. Or je n'avais pas ressenti cette originalité fondamentale. Sur cette base, j'en attendais donc trop, et reconnaître ici tel truc, là tel autre, ne pouvait que me décevoir un peu a priori, parce que je souhaitais être bien plus violemment dépaysé. Cela ne m'a pas empêché de beaucoup aimer le roman, heureusement. Un dernier point toutefois, concernant ce ressenti personnel un tantinet différent de ma part, jugé par les nombreuses critiques mises en ligne depuis la publication du roman. Un point qui me fait me demander si je ne serais pas un peu psychopathe tout compte fait. J'ai en effet lu plusieurs articles mettant en avant quelques passages un peu gore et ou sadiques dans la bibliothèque de Mountshar. Oui, il y en a bien quelques-uns, j'imagine. Le supplice incroyablement atroce du barbecue, ou disons plutôt, ça sonne plus sérieux, du taureau d'airain ou taureau de Phalaris, la symbolique n'est probablement pas neutre, produit bien quelques scènes passablement horribles. La violence de David, cette cruelle ordure qui torture, viole et tue comme elle respire, de même. Alors le lien entre les deux, forcément... Reste que je suis perplexe, ayant lu ça et là que le roman était proprement horrifique, que ces scènes étaient terribles, insoutenables même. Je n'ai certainement pas eu ce sentiment. Pas le moins du monde, en fait. Est-ce donc que je ne ressens rien? Trop blindé à force de mauvaises lectures et de mauvais films? Mauvais, pas pour moi, En fait, les quelques scènes mentionnées, mises un peu à part s'il le faut, les usages conjoints de la violence, de la cruauté et de l'horreur dans la bibliothèque de Mountshar ont bien plus souvent suscité mon rire que mon effroi ou mon dégoût. C'est vraiment dans ce registre rigolard que je suis porté à inscrire le roman de Scott Hawkins de manière générale. Comme certains films gore, mais sur un mode incomparablement plus atténué par ailleurs, il dérive, si l'on y tient, du grand guignol, où l'outrance est essentiellement drôle.
D'autres ont par ailleurs trouvé ce roman très sombre, et cela n'a pas du tout été mon cas. Le passé des personnages, Caroline, David, Steve, Erwin, contient certes des moments tragiques, mais je n'ai pas le sentiment que le roman en acquiert pour autant une tonalité noire prononcée à un niveau global, disons. Cependant, ces personnages sont autant de pistes pour explorer un autre ressenti eu égard à la cruauté, non pas physique cette fois, mais clairement psychologique. Et c'est ici que la dite cruauté produit son effet me concernant, en s'associant en dernier recours à une douloureuse mélancolie. C'est dans la dernière partie du roman que j'y trouve effectivement des aspects sombres et désagréables, mais toujours rapportés à l'échelle des personnages, et de manière pertinente et efficace tout à la fois. Le reste, je dois être un peu psychopathe. Sans aller donc jusqu'à y déceler une originalité fondamentale ou une folie du même ordre, le roman de Scott Hawkins peut effectivement surprendre à maints égards, mais cela concerne surtout à mon sens la construction de l'intrigue, relativement alambiquée. La linéarité n'est guère de mise, et les séquences, même s'il y a bien un fil rouge, s'enchaînent souvent dans le désordre, au point en fait où parler de flashback ne fait plus vraiment sens. Cette dimension est encore accrue par le jeu sur les points de vue, peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Deux personnages essentiellement nous servent de focale, Caroline et Steve, sa marionnette dans son plan inhumain. Il faut y ajouter, un peu plus secondaire, Erwin, bigger than life, mais néanmoins américain. Enfin, à l'occasion, Scott Hawkins se produit quelques scénettes faisant intervenir d'autres personnages, point de vue éventuellement très éphémères. Un exemple, la star du rap, qui drague une jeune femme, notre point de vue pour le coup, en lui montrant ses lions, subtilement appelés Dresde et Nagasaki, lesquels jouent un rôle non négligeable dans la suite du roman. L'alternance des points de vue a un effet pratique qui se conjugue avec le caractère globalement non linéaire de la structure du roman, à savoir que les deux participent du sens de l'intrigue de l'auteur qui sait ménager son suspense, quitte à tricher un peu, au sens où, au moment où ce sont les intentions de Caroline qui sont primordiales, suivons alors plutôt Steve, ce genre de choses, et à plusieurs reprises. Globalement, c'est très efficace, et c'est pour partie ce qui explique pourquoi j'ai préféré faire une chronique spoiler-proof. Si l'univers n'est pas si original, si le développement de la trame n'est pas si fou, mais un peu quand même, reste que Scott Hawkins balade bien son lecteur et sait ménager quelques jolies surprises et quelques jolies révélations. C'est assez roublard en fait, même si pas sans aspect critiquable, tenant peut-être à ce qu'il s'agit d'un premier roman, après tout. Néanmoins une belle réussite, d'autant plus dans ces conditions. Car la structure du roman interloque sous un autre angle, disons celui de la densité du récit et, par ricochet, de ses connotations. Je suppose en effet que l'on peut grosso merdo le diviser en trois temps. Dans un premier temps, Scott Hawkins, petit à petit, brique après brique, et le cas échéant avec un certain nombre de détours qui ne sont pas aussi gratuits qu'ils en ont tout d'abord l'air, pose son univers et ses personnages, comme de juste, mais de manière parfois un peu inattendue, formellement, disons. Caroline errant en sang le long de l'autoroute, les 12 pélapis qui se retrouvent après la disparition constatée de père, Steve qui croit draguer Caroline, ce genre de choses, c'est très efficace, réellement intriguant, et cela a contribué à mes yeux cela constituait à mes yeux une très bonne accroche prolongée, disons. Mais tout le monde n'est visiblement pas de cet avis. Bon, opinion très personnelle donc. Après quoi nous en arrivons au cœur et au plus gros du roman. Le plan de Caroline entre en action, ce qui passe tout d'abord par les galères de son instrument, Steve, abondamment détaillé. Mais il faut aussi y inclure les à côté d'Erwin, qui est d'une certaine manière un antagoniste, et que pourtant n'est pas du tout porté à envisager de la sorte. C'est ici que le roman devient fou si l'on y tient. L'action est très dense et part du niveau du trottoir pour dériver vers le délire cosmique sur un rythme proprement frénétique. La dimension comique s'est ici plus particulièrement appuyée, il se place plein de choses et les personnages y acquièrent un caractère bigger than life essentiel qui transcende toutes leurs actions. On a pu dire qu'il fallait avoir une certaine capacité à la suspension d'incrédulité pour gober tout ça, mais à titre personnel, et sans doute parce que l'accroche prolongée avait bien fonctionné sur moi, me mettant bien comme il faut dans le bain, je n'ai ressenti aucune difficulté à cet égard, me régalant avec jubilation des excès d'une trame qui ose des choses incongrues pour notre plus grand plaisir. Ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à l'explosion totale. Et pourtant il reste encore une troisième partie du roman qui fait une bonne centaine de pages, et qui prend à nouveau le lecteur par surprise, pas tant pour les révélations, en fait, assez convenues qui y sont exposées, que par son caractère calme après la tempête, où tout est plus lent, plus mou, plus morne. S'il y a eu accroche prolongée, il y a donc aussi épilogue prolongé, encore que cette expression ne soit pas très juste, car nous sommes alors encore dans le récit sans ambiguïté. Or c'est ici surtout que la souffrance psychologique s'exprime, dans une atmosphère où la fascination cosmique, qui aurait dû l'emporter, ne parvient pourtant pas à se dégager d'une gangue très humaine de mélancolie.
L'effet pour le coup est passablement déstabilisant. À en juger par certaines critiques, d'aucuns y ont vu une faiblesse du roman, qui se traînait un peu trop en définitive. Je ne crois pas pour ma part, même si je n'exclus pas que cette approche déconcertante tienne pour partie au statut de premier roman de la bibliothèque de Mandchar. J'ai apprécié ce final étrange, un peu cotonneux, après l'hystérie du cœur du livre. Et là, oui, j'ai ressenti quelque chose, au-delà de la seule jubilation hilare qui m'avait accompagné sur la majeure partie du roman. C'est peut-être un peu maladroit parfois, mais cela a fait sens, pour moi. Reste donc que cette construction alambiquée pourra surprendre, mais globalement de manière convaincante, et c'est donc à mettre au crédit de Scott Hawkins. Mais j'en arrive à ce qui, à mon sens, constitue les deux principaux points forts de la bibliothèque de Mandchar, ses personnages et sa plume, notamment en ce qui concerne les dialogues. Mais commençons par les personnages, qui sont à peu près tous brillants, et brillamment employés aussi au regard d'une problématique sous-jacente des plus complexes, renvoyant à leur humanité ou à l'absence supposée d'Icelle. Mais la question se pose différemment selon que l'on envisage les Américains et les Pélapi. Au début du roman, cela participe d'un procédé où le décalage systématique des disciples de père, Caroline et David en tête, parce qu'ils ne comprennent absolument rien au monde des Américains, ce qui se traduit notamment par leur accoutrement fantasque, les relègue au rang de l'étrangeté absolue, ne facilitant pas l'identification. Ça ne durera pas éternellement. Mais notre première véritable accroche est Steve, un personnage d'une richesse exceptionnelle, un peu loser, un peu naïf, humain au sens le plus chaleureux et appréciable, et qu'importe son passé délinquant au-delà du bien et du mal. Dans sa relation ambiguë avec Caroline comme avec sa propre histoire, savamment floutée le temps nécessaire, Steve sonne vrai, comme le type qu'on croiserait dans un bar, sans rien savoir de lui et de tout ce qui en fait un être humain à part entière, mais en ayant la conviction tacite de son importance à son échelle. Et c'est bien ainsi qu'on le découvre. Il est aussi profondément sympathique, sans arrière-pensée. En cela, il offre un contraste marqué avec son interlocutrice Caroline, dont nous savons qu'elle ne dit pas tout et qu'elle manipule l'ex-cambrioleur devenu plombier. Cette indimension du personnage de Steve devient toujours plus sensible au fil du roman, jusqu'à atteindre une forme d'apogée quand il prend soin, au mépris de sa propre vie, de sauver sa compagne Naga à l'agonie. Son bouddhisme pour les nuls, ou pour les cons comme lui, selon ses propres termes, s'avère plus riche et sincère que bien des protestations d'adhésion à telle ou telle foi parce qu'il en faut bien une. Mais Steve est aussi le plus humain de tous ces personnages dans sa souffrance, en dernier ressort, car à la différence de ce qui s'est produit pour Caroline ou pour David, la profonde douleur ressentie par Steve ne l'a jamais dénué de sa plus profonde encore humanité, quitte à ce qu'elle s'exprime en définitive dans le refus le plus redoutable de s'en exonérer, la pulsion suicidaire. Un autre personnage américain, mais particulièrement badass, est à mentionner, et c'est Erwin, un vrai bonheur. C'est le personnage fondamentalement bigger than life et qui pourtant reste humain, la légende vivante qui fait son boulot au quotidien, le type qui aide les autres, même violemment. Erwin aurait pu être une caricature de vétéran des Marines revenu de l'Afghanistan avec un bon vieux PTSD des familles. D'une certaine manière, c'est ce qu'il est, mais Scott Hawkins l'a tiré du côté systématiquement lumineux. Il incarne une forme de résilience qui suscite l'admiration. Erwin devrait être trop pour être humain, mais le demeure en définitive. Et bordel, c'est pas tous les jours qu'un personnage de militaire de carrière entretient ma sympathie. Erwin est une figure relativement secondaire dans le roman, ou en tout cas pas au même niveau que Caroline et Steve. Concernant David, ça se discute car il est d'une certaine manière son reflet dans un miroir. Les deux ne peuvent donc que s'affronter, même si c'est avec des cartes truquées. Mais ses apparitions, même en uniforme, un flingue à la main, ou en ligne directe avec le président, sont d'étranges et salutaires respirations. La question de l'humanité se pose différemment pour Caroline, ses frères et ses sœurs. D'une certaine manière, c'est le propos du roman. Caroline a été humaine, mais dans ses attributs de bibliothécaire et pour exécuter son plan, elle doit ne pas l'être, et elle y a travaillé très très longtemps. Une expérience personnelle qui relève d'un choix ? Pas si sûr, car il y a eu formatage de la part de père, dépouillement progressif de l'humanité, par la douleur individuelle et tout autant le spectacle de celle des autres. Il y a eu aussi un déclic, associé à David, sinon à père lui-même. Mais justement, Caroline entre ici en résonance avec son adversaire, David, lequel n'avait rien d'un monstre initialement, mais avait dû le devenir dans le cadre de l'enseignement rigoureux et impitoyable de père. Caroline et David, en dernier ressort, sont bel et bien des monstres qui ont dû oublier leur humanité. Mais Caroline dispose d'un long épilogue pour tenter d'y revenir, au moins en partie, la partie utile car sensible, ce qui se fera au contact d'un Steve qui n'en peut plus. Une bonne occasion de se retourner sur le passé et sur David, le rival. En définitive, seul père est totalement inhumain, à bon droit car le concernant il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, mais d'un pur constat objectif.
Il a pu dépouiller ses enfants de ce qualificatif malvenu, mais peut-être pas totalement, et si ça se trouve en pleine conscience de ce qu'il faisait, dans un sens ou dans l'autre, car opposer naïvement le bien et le mal ferait décidément pas sens ici. Cependant, le bouddhisme pour les nuls ou pas, d'autres personnages doivent être mis en avant, qui n'ont rien d'humain non plus, mais suscitent pourtant une profonde empathie. Les animaux chers à Michael et au premier chef, le couple de Lyon, Dresde et surtout Nagasaki. Ils ont d'ailleurs une autre fonction. Plus encore que les personnages humains, au sens large, ils peuvent incarner des archétypes propulsant l'ensemble du récit au rang mythologique, dans une égale mesure par rapport à Père, si ça se trouve. Enfin, le style de la bibliothèque de Mancha m'a beaucoup plu, et tout particulièrement les dialogues, mais la narration bénéficie d'une même fluidité, d'une même spontanéité, apparente du moins, qui font ces livres qui coulent tout seuls, se savourent et réjouissent. C'est une forme d'oralité, mais cela va probablement au-delà. Quoi qu'il en soit, à mes oreilles cela sonne vrai, bien au-delà d'un vulgaire art de la punchline ou de l'aphorisme, et ceci quand bien même telle réplique bien sentie, telle description usant de termes incongrus, peuvent constituer autant d'appels à la citation facebookienne, mettons. Si je m'en suis abstenu, c'est peut-être parce que le livre entier mériterait d'être cité. Tout le monde n'est pas de cet avis. J'ai vu ça et là des remarques portant sur les niveaux de langage qui bougent sans cesse, du plus soutenu au plus familier. Pour moi, c'est un atout. Peut-être parce que j'ai le sentiment de parler moi-même comme ça. En tout cas, ça a clairement facilité mon immersion dans le récit, comme mon identification au personnage, quand cette notion n'est pas hors jeu, essentiellement concernant Steve, mais cela peut impliquer d'autres figures du roman. Bien sûr, j'ai lu ce livre dans sa version française, dès lors le travail du traducteur est essentiel. Je crois sans la moindre surprise que Jean-Daniel Brech a accompli un excellent travail. En tout cas, le rendu français est en parfaite adéquation avec les modes empruntés par la narration, comme avec le naturel, même tourmenté et ambigu des personnages, dont les échanges sonnent vrais justement parce qu'ils sont susceptibles de variations en fonction du contexte ou de l'humeur. Un bon personnage n'est que rarement monolithique. Le bilan, dès lors, est clairement positif. La bibliothèque de Manchar est un roman efficace et stylé, porté par de beaux personnages et une jubilation tous les instants. Ou presque, car en définitive le roman peut aussi se montrer grave, sans qu'il s'agisse forcément de faire dans la rupture de ton. Il s'agit plutôt de la continuité somme toute bien naturelle de personnages qui, dans leur rapport au monde, offrent comme de juste des réactions toujours variées, toujours changeantes. C'est cette adaptabilité aux circonstances qui en fait des êtres de chair et de sang, au-delà du statut cosmologique et mythique. Finalement, on en revient à l'humanité, ou à la variable la plus approchante dans les cas où cette qualification est moins adaptée. Il ne faut cependant pas trop en attendre non plus. Les louanges unanimes ont eu cet effet pervers sur ma lecture tardive que j'en attendais beaucoup plus, de ce qui fait les chefs-d'œuvre, les livres qui durent, qui restent. Je ne suis franchement pas certain que le premier roman de Scott Hawkins entre vraiment dans cette catégorie. Il est en tout cas bien moins original qu'on l'a dit, si je lui concède tout de même une forme de singularité. Ce n'est pas non plus un roman aussi fou qu'on l'a dit, s'il a bel et bien un caractère ludique et souvent jubilatoire. C'est déjà bien assez pour mériter qu'on s'y attarde. La bibliothèque de Manchar est assurément un livre enthousiasmant et un premier roman de très bon augure pour la suite. Je garderai donc un œil sur la production future de l'auteur dont j'attends, beaucoup. Trop ? C'est la suite qui nous le dira.